Décryptage avec notre invité Louis-Samuel Pilser. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes enseignant en économie, haut fonctionnaire. Vous avez écrit Souveraineté économique, analyse et stratégie. Là, on est au cœur d'une campagne éclair. Les candidats ont eu quelques jours pour présenter un programme, pour présenter aussi leur financement. Comment la dissolution de cette Assemblée nationale, annoncée par surprise par Emmanuel Macron, a-t-elle été reçue par les milieux économiques d'abord, avant d'analyser les programmes édictés par les candidats tout à l'heure? Alors, les milieux économiques ont reçu cette dissolution avec crainte. D'ailleurs, cela s'est perçu sur les taux d'intérêt qui ont explosé le lendemain de la dissolution. Donc, je pense que l'incertitude sur la ligne du gouvernement qui sera à la tête de la France d'ici un mois pèse sur les milieux économiques. Et on a pu le voir parmi les questions qui ont pu être posées aux chefs d'entreprise présents ce matin, les craintes et les difficultés que peuvent avoir les chefs d'entreprise vis-à-vis des programmes économiques proposés des trois côtés. Parce qu'il y a une incertitude, d'abord? Je pense que le jeu n'est pas fait. Les sondages sont encore en train de se consolider. Et je pense que l'alternative à laquelle la France est confrontée aujourd'hui, c'est celle d'un gouvernement d'une majorité absolue du Rassemblement national, d'une victoire de la gauche ou d'un gouvernement, d'union nationale qui serait forcé, dont la constitution serait forcée par une majorité relative qui serait, dans les mêmes équilibres que celle que nous avions avant la dissolution. La situation de la France est déjà très compliquée, la situation économique, puisque la France hier a été épinglée par la Commission européenne. On n'est pas du tout dans les clous, que ce soit au niveau des déficits et de notre dette. Est-ce que vous diriez que le gouvernement, les macronistes en sont les premiers responsables, eux qui sont au pouvoir depuis 7 ans? Oui, alors je pense que la première chose qu'il convient de souligner, c'est que la procédure qui pourrait être engagée contre la France pour déficit excessif, elle ne sanctionne pas les programmes des candidats. Oui. Elle sanctionne les actions du gouvernement depuis 7 ans. Donc c'est une procédure qui est engagée à cause du dérapage budgétaire qui est l'œuvre de Bruno Le Maire et du gouvernement de Gabriel Attal. Donc, même s'il y a eu des circonstances exceptionnelles avec le Covid, par exemple? Alors, ces circonstances exceptionnelles, c'était celle d'hier, sur lesquelles la Commission européenne a été assez compréhensive. Ce qui est sanctionné, je pense, c'est l'absence de trajectoire claire de retour à l'équilibre budgétaire. Je pense que c'est un problème. Le déficit public qui était prévu pour 4,5% du PIB cette année est finalement revalorisé à hauteur de plus de 5%. Je pense que le fait d'avoir voté un budget en décembre qui est invalidé et dont les recettes sont revues à la baisse 3 mois plus tard, c'est aussi preuve d'un manque de sérieux budgétaire qui est sanctionné à la fois par la Commission européenne et je pense demain et aux élections européennes par les électeurs français. Donc le gouvernement a trop dépensé et il aurait peut-être dû augmenter les impôts. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron, ne pas toucher aux impôts. C'est le cas depuis 7 ans, les impôts même baissé. Mauvaise stratégie du coup au final? Oui, cela a été rappelé par un certain nombre de candidats tout à l'heure, notamment par les représentants du nouveau Front populaire. Le déficit excessif qui est notifié par la Commission européenne il y a quelques jours, c'est le résultat des baisses d'impôts qui ont été actées par Emmanuel Macron sur les entreprises depuis 7 ans. Je pense que c'est essentiellement à cause de cette incapacité à faire contribuer ceux qui le peuvent que le budget est déséquilibré aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de dépenses excessives, c'est un problème de recettes insuffisantes. Et d'ailleurs, c'est pour une surestimation des recettes de TVA que la trajectoire budgétaire 2024 a été revue à la baisse. Alors restons sur le Front populaire, puisque vous en parlez. Vous parlez de dépenses excessives. Alors le patron du MEDEF, lui, estime à 200 milliards d'euros par année les dépenses publiques si le Front populaire passait au pouvoir, en tout cas tenait l'Assemblée nationale. Est-ce que vous faites le même constat? Et si oui, est-ce que l'arrivée du Front populaire aggraverait les dépenses publiques? Alors, je pense que je pense qu'il y a 2 éléments dans la réponse à vous apporter. La première, sur l'ordre de grandeur, je pense que les dépenses publiques que le nouveau Front populaire envisage d'engager, elles sont encore en train d'être consolidées. Valérie Rabault a parlé de 100 milliards. La France Insoumise a indiqué que c'était insuffisant de leur point de vue. Donc, je pense que les arbitrages budgétaires internes à la coalition qui forme le nouveau Front populaire doivent être pris dans les prochains jours et donneront un peu plus de clarté à la trajectoire budgétaire qui sera celle du gouvernement de gauche qui pourrait être formé en cas de victoire aux législatives. Ensuite, deuxième... Mais une petite parenthèse, l'augmentation du SMIC à 1 600 € net, ça c'est approuvé et validé par l'ensemble des composants de la gauche.
Oui, la revalorisation du SMIC et un certain nombre de dépenses qui sont paramétrées donnent des orientations claires. Il y a certains aspects sur lesquels les paramètres restent encore à affiner. Notamment, pour vous donner un exemple, mais la progressivité de la CSG ou de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu qui compte aujourd'hui 5 tranches et qui passerait à 14. Les taux et les seuils restent encore à définir. Et donc je pense que les paramètres budgétaires sont encore à calibrer pour permettre à la fois un plan de relance ambitieux et une trajectoire de retour à l'équilibre crédible d'ici la fin du quinquennat qui pourrait être celui de la gauche en cas de victoire. Jordan Bardella, on l'a entendu, il est le favori des sondages. Il dit « je suis là pour rassurer les patrons ». Il assure que sa priorité sera de faire baisser la facture d'énergie. Alors pour cela, il veut utiliser la TVA sur l'énergie, de la faire passer de 20 à 5,5%. Est-ce que techniquement, c'est faisable ? Techniquement, c'est parfaitement faisable, modulo des discussions au niveau européen. Je pense que Oui, parce que c'est au niveau européen que ça se joue là. Oui, mais il faut le feu vert de la Commission européenne. Oui, exactement. En fait, pour un certain nombre de mesures proposées par le Rassemblement national, des discussions devront être engagées à Bruxelles. C'est aussi ça met un doute sur la crédibilité des mesures qui sont proposées par Jordan Bardella. En fait, quand le Premier ministre, qui pourrait être nommé par une majorité RN, arrivera à Bruxelles avec sa liste de courses, on ne sait pas s'il privilégiera l'immigration ou la stabilité financière ou les enjeux de réindustrialisation avec la question de la priorité nationale sur les marchés publics qui est également proposée par le candidat. Donc je pense que cette priorisation et ce rapport de force ça conduira à des abandons de mesures. Mais Nicolas Sarkozy avait réussi, après des années de bataille, menées je crois par Jacques Chirac aussi, à faire baisser la TVA sur la restauration. Pourquoi ne pas la faire baisser sur l'énergie ? Je pense que c'est possible. Ensuite, ça va prendre du temps, quoi. Ça pose une question économique surtout. Il y a deux visions sur le prix de l'énergie. Celle de la gauche qui consiste à bloquer les prix, celle de l'extrême droite qui consiste à baisser la TVA. Je pense que la baisse de la TVA, et ça a été rappelé également par la majorité présidentielle, et je pense que sur ce point, ils ont raison, la baisse de la TVA, c'est toujours imparfaitement répercuté sur les prix. C'est-à-dire que quand vous baissez la TVA sur un produit, si vous baissez la TVA de 10% par exemple, souvent, la grande surface qui va vous vendre le produit ou le Total ou l'entreprise qui va vous facturer l'essence va baisser le prix à la pompe de 5% plutôt. Donc en fait, il va y avoir une répercussion imparfaite sur les prix qui conduit à la fois à une baisse des prix, c'est vrai, mais aussi à un renforcement des marges des distributeurs. Donc je pense que c'est plus une question d'efficacité et également du coup pour les finances publiques, puisqu'il faut rappeler que les baisses d'impôts proposées par le Rassemblement national, c'est 40 milliards d'euros et qu'au total, si on comprend les dépenses et les recettes les moindres recettes qui étaient prévues par le programme de Marine Le Pen en 2022, c'était 100 milliards d'euros de déficit supplémentaire pour les finances publiques. Donc aujourd'hui, on est à 150 milliards, 5,5% du PIB. On passerait quasiment à 10% du PIB. Donc pour être très, très concret, ça mettrait la France en faillite. Et c'est ce que dit le patron du MEDEF. Il dit également, je le disais, sur le Front populaire, mais aussi, pour selon lui, l'extrême droite a un programme dangereux pour la France. Le Wall Street Journal disait que le vent avait un peu changé sur le sentiment des patrons et des grands patrons vis-à-vis de l'extrême droite. Il y avait des dîners, des rencontres aujourd'hui. Est-ce que vous le ressentez, ça aussi, ce basculement du monde économique qui se dit que l'extrême droite pourrait arriver aux affaires ? Oui, et d'ailleurs, le programme du Rassemblement national vis-à-vis des entreprises, il n'est pas si éloigné de celui de la majorité présidentielle. On parle de baisser les impôts de production, on parle de réduction de charges patronales sur les augmentations de salaire. Au final, les fondamentaux économiques du programme de Jordan Bardella ne sont pas si éloignés de celui d'Emmanuel Macron. Donc il ne fait pas peur ? Je pense que sur le plan de la fiscalité, ce qui fait peur, c'est l'absence de trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que ce qui fait peur, c'est les déficits, le risque qu'on emprunte à des taux d'intérêt extrêmement élevés et que ça puisse mettre la France en faillite à terme. Ce qui fait moins peur, ce sont les baisses d'impôts. Je pense que ça plaît au patronat, en particulier aux grandes entreprises. Une dernière question, on sait très bien que le pouvoir d'achat est la priorité des Français. Est-ce que néanmoins la situation économique, elle pèse aujourd'hui sur le choix des Français pour ces législatives ? Oui, je pense que la situation économique, l'extrême précarité dans laquelle vivent un certain nombre de nos compatriotes, dont par ailleurs une partie est liée au quinquennat et au début de quinquennat d'Emmanuel Macron. Rappelons que le salaire moyen en valeur réelle, c'est-à-dire net de l'inflation, a baissé de 2,5% depuis 2017. On a une vraie précarité, une baisse des salaires. Les gens ressentent le fait que leur situation s'est dégradée depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Je pense que c'est ça qui a été sanctionné aux européennes. C'était ce ras-le-bol.
oui, ce sentiment de déclassement et de ras-le-bol. Donc je pense qu'il peut se traduire par une majorité d'extrême droite ou par une majorité de gauche qui porterait un projet de réponse à l'urgence sociale et de relance de l'économie. Voilà, même si le gouvernement lui dit que le chômage n'a jamais été aussi bas depuis plusieurs années. Merci en tout cas Louis-Samuel Pilser d'avoir été notre invité, de nous avoir décrit